Bienvenue Grégory. Merci. Bienvenue pour ce deuxième épisode du Band of Brothers Show. Ravi de te recevoir, vraiment. Merci de m'accueillir aussi. C'est une chance que j'ai de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On va commencer par le rituel petit moment de présentation. Comment tu te définis, Grégory ? Ok. Eh bien, donc, Grégory Dubos. Je suis entrepreneur, moi, depuis 2011. Ok. J'ai démarré dans la vie active en 2000 à peu près. 2001 précisément. 2001, donc, ouais. j'ai été 10 ans salarié. Ok. Et puis, depuis 2011, je suis entrepreneur. Pour parler de mon parcours, moi j'ai fait un baccalauréat scientifique. Ensuite, j'ai fait des études dans le commerce international, avec un petit passage à l'étranger pour l'anglais, pour apprendre un petit peu la vie. Je suis allé aux États-Unis. Ouais, génial. J'ai fait 2 séjours aux États-Unis, en Caroline du Nord une première fois, et la seconde dans le Montana. Ok. Pour les études. Et superbe expérience, évidemment. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait pas non plus... c'était pas hyper commun. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt vu comme un passage un peu obligé pour les jeunes dans les écoles de commerce. On les pousse vraiment à partir et je trouve que c'est formidable. Parce que moi, ça m'a énormément apporté de choses. Ouais. Ah ouais, c'est un point de vue personnel, un point de vue vision du monde, ouverture aussi, surtout. Il y avait un avant, un après. Ah ouais, très, 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 très clairement. Et c'est pour ça que moi, je pousse toujours mes enfants. Allez-y, partez à l'étranger, faites votre expérience, faites des stages, faites plein de choses. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est très important. Et donc voilà, commerce international, donc à un niveau, à l'époque, ça s'appelait un DESS. Ouais, tout à fait. Et voilà, après, je suis rentré et j'ai trouvé du boulot. Donc, j'ai trouvé du boulot dans la prime VPC. Ok. Alors, la prime, c'est quoi ? C'est du cadeau. C'est le petit cadeau que la VPC vend par correspondance. Ce sont des enseignes de vente à distance qui vendent des produits sur catalogue. Après, bien plus tard, se sont mis à vendre sur des sites Internet. Mmh. Et pour motiver, pour booster un petit peu les achats et les ventes, il y a des incentives et ils offrent des cadeaux à leurs clients et leurs clientes. Et mon job à l'époque, c'était de trouver les meilleurs cadeaux possibles qui rentrent dans le budget pour les consommateurs. Déjà de t'adapter à ton client et de savoir bien connaître son client. Le mieux Alors ça, c'était essentiel parce qu'entre un catalogue et un autre, c'était pas le même client. Pourtant, quand tu le regardes, tu te dis bah oui, ils achètent les mêmes choses. Ouais. Non, c'était pas forcément pour les mêmes raisons. Exactement. Il y a moult raisons de faire ce cadeau-là plutôt que celui-là. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai intégré une autre société qui faisait des produits astucieux pour la maison. Alors, c'est marrant parce que c'était la même clientèle VPCiste. Par contre, c'était pas pour les cadeaux, c'était pour les produits vendus. Ok. Ouais, donc, j'étais beaucoup dans les produits astucieux. Donc, par exemple c'est pour la VPC. La VPC est une clientèle assez senior. Ouais. Donc, les produits qu'on faisait beaucoup, c'était des produits pratiques, utiles pour la maison, mais aussi facilitateurs de vie. Au quotidien, tu es chez toi, tu as besoin de... voilà, tu vis un petit peu, donc tu as besoin d'aide au quotidien. Donc, par exemple, des pinces avec des longs manches, tu sais, pour aller chercher les boîtes de conserve tout en haut. Ça peut être des chausse-pieds avec des longs manches télescopiques. Produits donc un peu plus comme ça, aide à la personne, mais aussi un peu astuce cuisine, avec des produits multi-usages qui rendent pas mal de services dans la maison, dans la cuisine ou dans la maison, pour le rangement, des solutions de rangement pratiques, pour le gain de place. Voilà, toutes des astuces qu'on ne voit pas forcément toujours en grande surface ou en grande distribution. Et donc, c'est des produits un peu atypiques. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais, ils connaissent très bien leurs clients, ils savent exactement ce qu'ils achètent et ce qu'ils veulent. Surtout, ça répond vraiment à des besoins bien précis. Et là, mon job, encore une fois, c'était d'être... Alors, j'étais le responsable commercial et aussi à la fois dans le choix des produits. Donc, chef de produit commercial. Ouais. Super. Pendant encore 5 ans. Et puis, c'est au bout de ces 2 fois 5 ans que je me suis lancé. Ok. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai créé CBS. Ok. Ouais. C'est quoi le déclic ? Alors, le déclic. Moi, je ne suis pas né, je ne me suis pas dit je serai entrepreneur quand j'étais en âge de décider ce que je voulais faire, pas du tout. Moi, j'étais parti pour faire un chemin plutôt classique dans le commerce, parce que le commerce, c'est ça qui m'anime et c'est ce que j'aime faire, et le produit également. Mais si tu veux, moi, dans ma deuxième tranche en tant que salarié, il était question que je rachète l'entreprise pour laquelle j'étais salarié. Donc, j'étais un peu je suis devenu le bras droit un petit peu du dirigeant. Il était vraiment question que je reprenne la succession. Il était à 6-7 ans, je crois, de la retraite. Donc, c'était bien sur le papier, parfait.
Oh, ça s'est pas fait. Ok. Ça s'est pas fait pour plein de raisons. Tu sais, au bout d'un moment, quand on est dans le vif du sujet, c'est jamais facile. Il y a des sujets pas très... moi, j'ai développé vraiment la société en termes de chiffre d'affaires. Dans le même temps, ça l'a valorisé aussi beaucoup. J'ai voulu mettre le pied à l'étrier, peut-être un petit peu plus trop tôt par rapport à ce que lui avait envisagé au départ. Bon, du coup, ça ne s'est pas fait, voilà. Bon, mais par contre, le déclic de peut-être aller vers un chemin plus entrepreneurial est venu, quoi. C'est exact. C'est vraiment... Alors, c'est ça ça a un petit peu mûri, tu vois, pendant les 5 ans. C'était prévu dès le début de la collaboration. Il m'avait dit, voilà, dans 5 ans, dans 5, 6, 7 ans, je vais vendre. Ça vous intéresse? Why not? Ouais, bien sûr. Ça m'est tombé dessus comme ça. Bon, ça ne s'est pas fait, mais que je dis souvent une phrase, j'ai calamité, opportunité. Complètement. Cette calamité-là m'a fait rebondir et ça m'a fait vraiment réfléchir sur, en fait, je peux pas le faire là, mais je veux faire moi-même. Alors, je vais le racheter, je veux rien racheter du tout et je vais créer de zéro quelque chose. Et voilà, ça a mis un peu de temps, hein, tu vois, parce que comme le vivent beaucoup de gens salariés qui pensent à se lancer, tu te poses 50 000 questions. Bien sûr. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais assumer tous les risques? Et puis, en fait, chemin faisant, je dis, ouais, j'ai envie de le faire, en fait, j'ai vraiment envie. Et donc, voilà, j'ai lancé cette société. Et c'est là qu'est né CBS. C'est là qu'est né CBS. Alors, oui, il y a CBS. Donc, dans CBS, alors, vas-y, je te laisse poser d'autres questions, mais moi, j'allais enchaîner, en fait. J'allais te demander, et qu'est-ce que CBS? Ah, voilà, excellente question, chère madame. Alors, CBS, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a 2 activités. Mais quand ça a démarré en 2011, c'était dans ce que je connaissais, hein, c'est-à-dire des produits pour la VPC, donc des produits astucieux. J'ai reproduit avec des gammes un peu différentes. J'ai essayé d'aller dans ce que je savais faire. Des produits astucieux pour la maison. Avec aussi, assez rapidement, j'ai lancé une gamme de produits ménagers à ce moment-là. Parce que j'avais eu des demandes de clients qui me disaient, tiens, on aimerait bien faire un peu de produits, des produits, tu sais, consommables. Qui seraient intéressants pour fidéliser les clientes, mais des bons produits, si possible français, etc. J'ai eu le brief, je dis, écoutez, je vais regarder ce que je peux faire pour vous. Et puis, ça aboutit en effet sur la première version de ma marque, Les Secrets de Léontine. Ouais. Et donc, ça, c'était en 2012. C'était donc, voilà, donc j'ai lancé cette gamme-là à côté des produits, on va dire, astucieux. Donc, ça coexistait pour les mêmes clients. Et puis, cette gamme-là, elle a, à l'échelle du marché, hein, donc elle a vécu correctement. Mais c'est surtout qu'elle était... chemin faisant, tu te dis... Alors, tu prends un peu de recul et tu te dis, qu'est-ce que tu vends exactement, là, comme produit? Et alors, c'était des très bons produits, très efficaces. En revanche, pas très écologiques. Ok. Et parce que si tu veux... Et ça, tu t'en es rendu compte dès 2012? Non. Un peu après. Bien après. Ouais. Bien après. C'est vraiment en 2017, 2018, on commençait un petit peu... Au moment où on en parle vraiment beaucoup. Exactement. Où tu as vraiment une conscience de la production et de ce qui se passe. C'est là que j'ai eu un mot aussi, un deuxième déclic. Ouais. Le déclic plutôt écologique, à se dire, mince Greg, qu'est-ce que tu es en train de vendre exactement? Donc tu commences un petit peu à regarder la composition, tu t'intéresses à tout ça, tu t'intéresses aux emballages, tu t'intéresses à ce que ça peut générer, comme tu t'intéresses à la gestion des déchets, l'après-vie, enfin la deuxième vie. Tu te dis, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de faire mieux. Et donc en 2018, je me suis dit, allez, cette gamme-là, il faut la revoir. Okay. Il faut la revoir. La marque était très sympa, très belle. Franchement, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardée dans la nouvelle version des Secrets de Léontine. Mais voilà, il fallait faire une refonte. Et je voulais faire une gamme bien plus vertueuse avec des formules plutôt naturelles, tu sais, qui ne viennent pas polluer l'environnement, l'air ambiant, etc. Et aussi, je voulais aller un peu plus loin que ce que faisaient déjà certains. Ça existe un petit peu des produits bio, on appelle ça les produits bio. Mais ce qu'il n'y avait pas, c'est les emballages éco-responsables. Du coup, je me suis creusé un peu la tête. J'ai fait pas mal de salons, j'ai cherché des solutions d'emballage qui soient éco-responsables. Ça n'a pas été simple parce que sur le marché, il y avait beaucoup de choses en plastique. Et je savais quand même que le plastique, c'était pas la panacée. Hein. Le plastique, quand tu vois les désastres dans les océans, etc., tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une alternative, quelque chose de différent? Et puis, en cherchant bien, j'ai fini par trouver quelque chose d'assez intéressant.
un flacon en cellulose, un flacon hybride avec moins de plastique. D'accord. En fait, l'objectif, c'était vraiment de sortir du plastique si c'était possible, ou d'avoir quelque chose d'alternative avec moins de plastique. Parce qu'en fait, ce qui ne va pas dans le plastique, il y a beaucoup de problèmes, de choses qui sont néfastes quand tu sais que voilà, c'est très mal recyclé aujourd'hui, le plastique. Ça l'est, mais je veux dire, il n'y en a que 30% qui sont vraiment recyclés. Et donc, après, ça finit à droite, à gauche. Soit c'est enfoui, soit c'est incinéré. Enfin, c'est pas terrible. Donc, du coup, il fallait trouver quelque chose avec moins de plastique. Et voilà, donc j'ai trouvé un flacon. Et c'est un petit peu cette trouvaille-là m'a permis de... J'ai eu le déclic, en fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, c'est cet emballage qu'il me faut pour les liquides. Parce que dans la gamme Les Secrets de Léontine, il y a des formules liquides, il y a des formules solides, il y a des poudres, il y a des copeaux... Voilà, plusieurs choses. Et donc, pour les liquides, c'était la bonne alternative. Pour la partie, effectivement, liquide, où le marché est quand même bien rempli de plastique, où là, tu as trouvé une innovation. Donc, toi, dans ton parcours entrepreneurial, il y a l'envie de te lancer. Et il y a quand même, au bout de 5 ans, si je calcule à peu près bien, au-delà d'un succès, au-delà d'un chiffre d'affaires, tu as quand même une conscience, tu as envie de donner du sens dans ce que tu vends et dans ce que tu apportes, en fait. Exactement. Quand j'ai créé la société, ça n'était pas forcément le cas. Je me dis, je serai entrepreneur, c'est une aventure qui me plaît. 5 ans après, exact, je me suis dit, là, il faut quand même essayer d'être un peu plus... J'aurais beaucoup plus de satisfaction à vendre des produits qui ont du sens, qui sont moins nocifs pour l'environnement, qui apportent vraiment quelque chose, quoi. Tu vois, je me dis demain, si moi j'avais le choix entre un produit qui malheureusement pollue un peu trop et un produit où lequel il y a eu de gros efforts de fait, bien sûr, tu vas aller vers ça. C'est un acte responsable. Tu te sens mieux, je pense, d'acheter un produit, tu vois, qui respecte l'environnement. Et donc je me suis dit, je ne dois pas être le seul à penser comme ça. Donc je pense que là il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'en allant dans les rayons en hypermarché, c'est les rayons des produits ménagers, tu vois un alignement de produits en plastique. Enfin, c'est le rayon du tout plastique, on l'appelle comme ça. Complètement. Wow. Je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. C'était ton axe de différenciation aussi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que notre flacon, qui est en carton, est très disruptif dans les rayons. Donc, je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire. En effet, l'accueil a été... les enseignes nous ont accueillis, justement. Elles nous ont donné notre chance. Grâce à ça, en fait. En partie grâce à ça. Tu serais dans le digital, on dirait que c'est ta V2, V3, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Même V25. J'imagine qu'il y a plusieurs versions, mais... Oui, ça m'a pris 2 ans pour tout mettre en place. Après, alors au départ, c'est vrai que j'avais toujours cette clientèle VPC, mais cette nouvelle version, finalement, n'a pas eu un écho ultra favorable, en fait, parce que la cliente VPC qui est plutôt senior, comme je te le disais tout à l'heure, ils ne sont pas forcément... ils n'ont pas la même conscience, ils ne vont pas regarder la même chose. Environnementale. Ce qu'elle voyait, c'est que... alors, à l'époque, on disait souvent, quand c'est bio, quand c'est écolo, ça ne marche pas bien. L'efficacité, elle n'est pas là. Et donc, je vais plutôt rester sur mon produit que je connais. Et même si ça pollue, tant pis, je le prends quand même. Mais c'est une réalité. Donc ça t'a fait changer aussi de marché. Exact, c'est exactement ça. Ce qui m'a poussé du coup à aller voir ailleurs, en fait, sur d'autres créneaux, d'autres marchés. En fait, la question c'est où est-ce qu'on va aller vendre cette nouvelle gamme, cette V2 de la gamme Les Secrets de Léontine. Et voilà, et c'est comme ça qu'après, en allant un petit peu voir les différents marchés, finalement, on s'est retrouvé en GMS, donc en grande distribution, pour pouvoir adresser un maximum de clients qui n'avaient pas forcément d'offres comme ça dans ces magasins-là. On aurait pu faire d'autres choix. Le choix s'est porté là-dessus. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, on a eu un bon petit démarrage en GMS. J'imagine que c'est une satisfaction quand on est dans l'entrepreneuriat d'avoir en plus un côté innovant. C'est quelque chose qui a dû être assez passionnant à monter aussi. Et de se dire, là, je sais que ce que je vends, c'est OK, mais je dois aller plus loin, je dois apporter quelque chose de plus. Et cette innovation qui a duré 2 ans, tu me disais, j'imagine que c'est une étape qui a dû être passionnante, même si elle a dû être difficile, mais passionnante. Semée d'embûches, mais parce qu'il fallait régler un bon nombre de détails, on va dire, et techniques et économiques, parce qu'il ne s'agissait pas d'arriver avec un produit 4 fois plus cher que tout le monde. Bien sûr. Donc évidemment, quand on innove, on a des contraintes, il y avait moult contraintes sur les emballages, des freins qu'il a fallu lever.
Et puis, mais c'était en effet. Alors, si on n'est pas passionné, il ne faut pas le faire. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Alors déjà, il y avait la ligne de conduite. Moi, je veux arriver là dans 2 ans. Enfin, dans 2 ans ou plus s'il le faut. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais. Tu avais ton objectif. À ça, voilà. Il faut que je lance une gamme de produits ménagers écologiques avec des formules saines et bonnes pour la planète, mais aussi des emballages qui soient bons, enfin qui soient pas le moins nocifs possible, avec le moins de déchets possible, avec. En fait, et donc l'idée, c'est devenu notre baseline. En fait, les secrets de Lentine, c'est les produits d'hier pour le monde de demain. Ouais. Parce que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits qui respectent l'environnement. Donc, on se devait. Enfin, moi, je voulais absolument arriver à boucler la boucle. C'était pas juste de faire une formule naturelle. Voilà, non, il fallait aller plus loin. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont apprécié nos clients quand on leur a présenté. Les produits et la gamme, c'est « Ah oui, vous êtes allé bien, bien loin et chapeau, parce que c'est chouette. » Ça, c'est intéressant parce qu'on va parler effectivement côté client. Si je reviens sur ces 2 ans de parcours d'innovation et au-delà de ces 10 ans, il y a le côté aussi personnel, parce que j'imagine que ça a dû te demander beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de soucis, j'ai envie de dire, de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va se passer comme je veux. Comment on arrive à gérer ces soucis, on va dire, du quotidien de l'entrepreneur et sa vie perso? Il faut choisir une femme extraordinaire. C'est très important. Non, vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'ai mon épouse qui est extraordinaire. Elle est toujours là. Elle est géniale parce il y a eu évidemment, tu le sais, tous les entrepreneurs passent par des phases compliquées. Bien sûr. Ça m'a pas, j'y ai pas échappé. Les 2 premières années, surtout, de l'entrepreneuriat ont été très dures. Parce que, donc là, tu me parles de 2012-2014. Au tout début. Ouais. 2012-2014, tu vois moins ta famille, tu vois moins tes enfants qui étaient petits à l'époque. Et ça... Ouais, c'est difficile. C'était dur. Bien sûr, c'est des choix de vie. C'est des choix de vie, et bien sûr. Ça m'émeut. Chaque fois que j'en parle. C'est normal, c'est normal. Et c'est là où, justement, c'est important... et là, je vais parler de Nicolas, avec qui on a voulu monter ce podcast. C'est aussi ça qu'il faut qu'on présente dans l'entrepreneuriat, et que c'est pas que paillettes, c'est aussi que chaque entrepreneur passe par des périodes qui sont des choix et parfois difficiles à porter. Mais quand on regarde le chemin parcouru, on se dit voilà, peut-être qu'il y a des choses, j'aurais pu les faire autrement. Ça sera une autre question que je te poserai d'ailleurs. Mais voilà, si je regarde quand même dans le rétroviseur, je suis fière malgré tout de ces 10 ans. Et effectivement, mais c'est un vrai sujet, comme on arrive à gérer sa vie perso quand on est autant investi dans le pro. Et aucun entrepreneur ne peut dire moi c'est facile, je gère vachement bien les deux. Non, ça c'est fake, ça. Mais bien sûr que c'est fake. C'est pas simple, et en même temps, si on n'a pas un équilibre à côté familial, je sais pas comment on fait, parce qu'aujourd'hui, moi je m'estime chanceux d'avoir une femme extra, d'avoir des enfants très très bien, c'est des très bons enfants qui sont c'est mon rayon de soleil, mes enfants. Et on adore passer du temps ensemble. Bien sûr. Dès qu'on le peut, on essaie on passe beaucoup de temps ensemble. Quand ils étaient petits, voilà, on fait des jeux de société, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. C'est des moments privilégiés, en fait. C'est très important. J'ai quand même pu être là au moment vraiment important, quand ils ont appris à faire du vélo, à commencer à marcher. Enfin, toutes ces choses-là, je voulais surtout pas louper ça. Ouais, donc tu as réussi quand même à gérer ces moments-là. J'ai réussi. Je te disais, les 2 premières années étaient un peu compliquées. Bien sûr. Mais j'ai très vite voulu structurer un minimum pour pouvoir aussi déléguer et avoir des personnes compétentes qui puissent aussi prendre le relais. Parce que tout seul, tu fais rien. Tu peux pas avancer. Enfin, tu peux être seul. Bon, après, dans ce cas-là, il faut être consultant, il faut être... Oui, c'est d'autres métiers, c'est d'autres manières de penser. C'est pas la même chose. Si tu veux construire un projet avec une équipe, et tu as besoin d'une équipe pour y arriver, dans ce cas-là, il faut t'entourer et surtout bien recruter des personnes qui soient câblées un peu alors, pas forcément comme toi, parce que ça, c'est compliqué, mais qui soient aussi investies quand même. Tu vois, qui ont des... Moi, c'est le fond qui compte, en fait. C'est la valeur de la personne, ce sont ses valeurs humaines, les compétences, si elles ne les ont pas forcément, limite, ça va moins me gêner, tu vois. Je comprends. Parce que ce sont des choses qui peuvent s'acquérir avec le temps. Elles peuvent être formées, les personnes. Par contre... Les valeurs, tu peux pas les changer. C'est quelque chose de difficile à changer. Quand tu as reçu des choses, tu les transmets comme tu peux. Mais en tout cas,
En tout cas, moi, j'ai une liste de valeurs que j'essaye de cocher à chaque fois que je croise quelqu'un en entretien. Parce que je me dis, bon, si déjà ça c'est coché, ça devrait pouvoir le faire. Il y a la bonne base. Il y a la bonne base, exactement. Et est-ce que tu as réussi à te trouver des rituels pour justement déconnecter de ce travail qui est plus que prenant pour arriver à te connecter dans ton monde familial? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des moments où tu te dis, ça c'est pour moi, c'est mon moment? Oui. Ouais. Ah oui, j'en ai. Alors j'ai... Excuse-moi. Je fais un peu de sport. Déjà, le sport, ça m'aide. Je fais du tennis. C'est génial. Alors ça, c'est mon bain d'oxygène, le tennis. Quand tu rentres de là, t'as passé un bon moment et tu t'es défoulé. L'avantage du sport, c'est que pendant que t'en fais, tu penses à rien. C'est exactement ça. Tu penses à mettre la balle là où il faut. Et tu penses plus au boulot. Et vraiment, même si tu arrives avec tes problèmes, allez, il y a toujours 15 minutes où tu joues mal parce que tu es encore préoccupé. Mais après 15 minutes, tu commences un petit peu à lâcher tes coups et puis ça devient un vrai plaisir. Donc le sport, oui, ça fait partie de l'équilibre. Après, moi, je fais de la musique. Ouais. Ouais, je suis dans un groupe d'ailleurs. Je suis au clavier. Génial. Je fais du synthé un peu on fait des reprises pop rock. Et bon, là, tu as des répètes. Et les répètes, c'est une fois tous les 15 jours. Et les répètes, ça fait un bien fou. Donc ça, c'est mon exutoire aussi. Alors, en plus, je commence un petit peu à chanter en deuxième voix, tu vois. Donc quand tu fais ça, c'est chanter. Avant, je tapais dans des sacs. Maintenant, je chante et ça fait autant de bien. Trop bien. Donc ça, c'est chouette. Et puis, moi, passer du temps avec ma famille, ça me fait énormément de bien. Ouais, ça n'a pas de prix. De t'intéresser à ce qu'ils font. Ils te racontent leurs histoires. Là, ils en sont avec les copains à l'école, les profs, les devoirs, enfin voilà, je m'investis vraiment. Oui, t'arrives à trouver j'en ai besoin. Mais parce que j'en ai besoin. Ouais. T'en as d'autres qui n'en auront pas besoin et c'est très bien comme ça. Mais moi, c'est mon équilibre. Ça, ils font vraiment partie de mon équilibre du quotidien. C'est essentiel. Moi, c'est top. Je te remercie pour... Puis il y a les copains aussi, hein, évidemment. Évidemment. La vie sociale avec les copains. Disons qu'on a plusieurs bandes de potes et c'est vrai que ça fait du bien aussi de se défouler avec les amis, de faire des dîners, des sorties à droite à gauche, des restos. C'est tous les moments où tu peux déconnecter. Oui, parce que tu parles de sujets autres et qui te permettent de t'évader et puis de rigoler un petit peu. C'est cool. Pour revenir justement, on parlait tout à l'heure de GMS, de conquête de nouveaux marchés. Comment tu as réussi à entrer... Alors, ne m'en veux pas, mais en tant que petit, on va dire, sur un marché qui est quand même bien maîtrisé par les mastodontes, comment on fait? Comment on y arrive? Alors, déjà, avec une INO. Ouais. Si je n'avais pas eu cette INO, je ne rentrais pas, ouais. C'est évident. Après, je n'ai pas lancé cette gamme pour aller en GMS. Au départ, on voulait la vente par correspondance. Maintenant, il y a pas eu un accueil favorable. On a basculé sur la GMS parce que aussi on a été accueillis via cette INO qui était très intéressante pour eux parce qu'ils n'avaient jamais vu ça en fait. Ouais. Donc ça m'a permis de rentrer. Puis une fois que tu en as un qui commence, après il y en a un deuxième, il y en a un troisième, un quatrième, etc. Ça fait un petit peu effet boule de neige. Et donc c'est ça qui permet de gagner sa place. Après, il faut la garder. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas le tout de rentrer. C'est que tu as deux objectifs, en fait. C'est de rentrer et après de prouver qu'on a bien fait, enfin, que les gens ont eu raison de te faire rentrer, quoi. Tout à fait. Donc là, ça relève d'autres... Il y a d'autres contraintes, là. C'est-à-dire que pour être présent sur les étagères des magasins, il faut passer quand même assez régulièrement pour aller visiter ces magasins. Ouais. Et qui passent, en général, sont des commerciaux, des chefs de secteur. Et donc, pour qu'ils puissent passer, il faut pouvoir en avoir. il faut en embaucher. Et évidemment, on n'a pas forcément des moyens ultra extensibles. Alors, on en a un petit peu dans les Hauts-de-France. Mm-hmm. Donc, on couvre très bien les Hauts-de-France. Au-delà des Hauts-de-France, c'est moins évident, en tout cas aujourd'hui. OK. Donc, après, il y a d'autres solutions. Hein. Tu sais, on peut faire appel à des agents, des choses comme ça. Donc, évidemment, on est en train de mettre des choses en place. Mais c'est vrai que et ce qui joue aussi beaucoup, je trouve, c'est la conviction de celui que tu as en face de toi. Ton interlocuteur, qui est un chef de rayon, un responsable, un manager, un directeur de magasin, un adhérent, s'ils sont convaincus de ta gamme, s'ils adhèrent vraiment, ils vont te faire de la place.
Ouais. Ils vont te faire de la place, définitivement, parce qu'ils y croient. Parce qu'ils savent que c'est l'avenir, que c'est les produits de demain. Et qu'ils veulent et ils doivent avoir ça dans leur rayon. Et donc, la conviction est super importante. Donc, ils ont une conviction parce que aussi la personne qui leur a vendu avait la conviction du produit. C'est toujours pareil aussi. Nous, on doit faire énormément de pédagogie. On doit expliquer sans arrêt ce qu'on fait, ce que c'est que cette gamme. Parce que, bon, évidemment, quand tu la vois, tu ne comprends pas tout de suite. Donc, en fait, le fait d'expliquer, souvent, quand on explique, eh bien, ce qu'il en ressort, c'est « Ah ouais, c'est super ce que vous faites !» C'est ça, c'est la manière dont tu as amené aussi le produit. Oui, on est d'accord. Oui, tout à fait. Il y a moi qui explique aussi en centrale d'achat, mais il y a également mes chefs de secteur qui en parlent aux responsables des magasins quand ils les visitent. J'ai des personnes qui sont sur la route sans arrêt, qui voient des magasins à longueur de journée et qui prêchent la bonne parole, qui sont là pour justement pour expliquer ce que c'est que les secrets de Léontine, pourquoi c'est là et qu'est-ce que ça apporte. Et donc, quand je reprends ton parcours, en fait, au départ, quand tu t'es lancé, tu étais sur un marché que tu connaissais, qui était la VPC. Tout à fait. Et le fait de faire évoluer ton produit sur ces 5 dernières années, t'a obligé aussi à aller sur un marché que tu ne connaissais pas. Donc, tu as dû complètement, en fait, changer de périmètre, aller découvrir aussi toi-même un nouveau marché, alors qu'au départ, tu t'es lancé sur quelque chose que tu maîtrisais. Donc, tu t'es lancé finalement aussi un challenge de sortir d'une zone de confort, j'ai presque envie de dire, pour aller dans une autre. Est-ce que c'est ça pour toi aussi, l'entrepreneuriat ? Ah oui, ça en fait partie, bien sûr, de prendre des décisions en disant non, c'est pas là qu'on va le vendre. Moi, je veux absolument le vendre. Il faut que je trouve un preneur, je trouve un marché. Où y a-t-il des unités de besoin de ce type-là manquantes aujourd'hui ? Où est le trou dans la raquette ? Et donc voilà, en faisant des. Après, les clients sont venus facilement à nous aussi, pour tout te dire, parce qu'en fait, déjà on a fait un salon, on a exposé à un salon. À Paris, avec notre beau stand. On aime bien faire des beaux stands. C'est un petit peu notre marque de fabrique pour attirer aussi l'œil. Et puis, les clients sont venus à nous. Et ils ne connaissaient pas. Donc, voilà, ils ont pris les informations. Et on a eu de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, en fait, qui ont suivi ce salon. Beaucoup de personnes, alors que ce soit en France, même à l'étranger, qui disent « Ah, dis donc, votre gamme m'intéresse bien pour mon marché. Est-ce qu'on peut se revoir ?» etc., etc. Donc, bon, on a privilégié la France, pour l'instant. Mais il n'est pas impossible que demain, on essaie de... tu peux partir dans d'autres territoires. Tout à fait. Et donc, je vais reprendre l'expression par laquelle tu as démarré. Tu m'as dit d'une calamité naît une opportunité. Là, c'est un peu aussi ce que tu as vécu, puisqu'au départ, tu avais innové en pensant rester sur ton marché de VPC. Tout à fait. Finalement, dans la VPC, tu n'as pas eu l'écho attendu. Et donc, tu t'es créé cette nouvelle opportunité d'aller chercher finalement, sans renier toute l'innovation que tu avais donnée, le marché dans lequel tu pouvais tu pouvais atterrir et qui est, à mon avis, une bonne opportunité parce que le marché de la VPC, alors je m'y connais sûrement pas assez, mais il me semble qu'il est quand même beaucoup plus faible. Bien sûr. En termes de volume et de part de marché, on dira que oui, il est très petit par rapport à la grande distribution. Maintenant, c'était mon savoir-faire, c'était de là où je venais. Bien sûr, donc évidemment. J'ai démarré par ça. Mais calamité, opportunité, en effet, la fin de nous recevoir m'a permis d'aller chercher d'autres clients parce que je voulais absolument... Je savais qu'on avait quelque chose de bien, j'en étais convaincu, c'était super ce qu'on avait fait. Enfin, l'équipe, tout le monde, tout ce qu'on a mis en place, c'était chouette. Et ça aurait été vraiment un gâchis de ne pas pouvoir le voir de pouvoir l'adresser aux consommateurs. Après, si ça n'avait pas été la GMS, ça aurait pu être un autre créneau. Tu aurais trouvé autre chose, bien sûr. Autre chose. Maintenant, ce sont eux qui nous ont fait confiance en premier. On est resté fidèles et c'est GMS exclusivement aujourd'hui. Oui, avec un petit peu de site marchand, on va peut-être démarrer aussi un petit peu les marketplaces parce que le web, il ne faut pas non plus passer à côté. C'est quand même un énorme marché. Bien sûr. Donc, il faut y aller. Et là, quand on est en 2024, voire 2025, ça va être quoi ton plus grand défi ou tes plus grands défis cette année ? 2024-2025, pour moi, c'est continuer à innover, trouver d'autres choses, d'autres produits. Je ne te cache pas j'ai déjà des petites choses dans les tuyaux, dans le pipe, comme on dit. Les défis, c'est d'essayer d'avoir toujours moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le moins d'emballage possible, le moins de déchets possible. Quand je vends un produit, je voudrais qu'il y ait moins d'impact.
Ok. C'est important parce que quand tu vois un peu comment ça se passe, la gestion des déchets, tu te dis, mais mon Dieu, il faut arrêter ça tout de suite, on va à la catastrophe, là. Ça pollue, ça pollue les sols, ça pollue plein de choses. Et donc, il existe il y a des sociétés, moi j'admire aussi d'autres sociétés que je vois et qui innovent aussi. Par exemple, c'est le retour de la consigne, c'est formidable la consigne. Bien sûr. Là, tu n'as plus de déchets, c'est du réemploi, ça je trouve ça, c'est pour moi ce qu'il y a de plus vertueux. Tu as les emballages qui n'existent pas, via le vrac, par exemple. Donc, du coup, tu viens avec tes contenants, tu remplis toi-même, etc. Donc, j'essaye de trouver, d'aller plus loin encore dans l'innovation, trouver des moyens ou de faire autrement pour justement réduire au maximum les déchets. Ça c'est mon objectif. Ça, c'est vraiment de réduire le plus possible. Ouais, c'est un bel objectif pour le coup. Est-ce que sur ces 12 années d'entrepreneuriat, il y a un moment où tu t'es dit j'arrête ? Ah oui. Ouais. Ah oui, je pense de le dire. Il y a des fois où quand c'est très compliqué, quand rien ne va, quand ta trésor est au plus bas, quand tu as des problèmes à gérer. Il y a tout type de problèmes à gérer, mais quand la consommation baisse, forcément, toi, tu le ressens par ricochet. Tu as moins de ventes, donc par contre, tu as quand même tes stocks, tu as immobilisé du stock, de la trésor. Tu te dis, mince, il faut que ça bouge, quoi. Donc, tu essayes de trouver d'autres moyens. Tu es toujours un peu en éveil. Hein. Si ça se passe mal là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut pas attendre, quoi. Faut anticiper sans arrêt. Mais des fois, t'as des moments un petit peu t'as des petites frayeurs. Ça te fait, oui, des fois, ça me fait peur. Des fois, ça m'empêche un peu de dormir. Et c'est là que intervient ma chère épouse. Mais c'est vrai que tu te dis, mince, est-ce qu'il n'y a pas une vie en dehors de l'entrepreneuriat ? Est-ce que après, quand tu te poses vraiment la question, est-ce que tu saurais redevenir salarié ? Je ne sais pas non plus, tu vois. Parce qu'à chaque fois que ces épreuves viennent, mais elles passent. Et ça passe, et puis tu repars. Et parce que voilà, tempérament, j'ai pas envie de sombrer, j'ai pas envie de me laisser non plus endormir par les soucis. Enfin, ok, on va les gérer, les soucis. Donc, un par un. Mais des fois, quand il y en a beaucoup, comme on dit, la goutte d'eau, ça arrive que parfois, tu as envie de tout d'envoyer promener. Bien sûr. Mais voilà, la raison, ta niaque revient et puis non, allez, c'est rien, on va trouver des solutions. J'y crois, on va y aller, on va trouver et on va avancer. Donc il faut avoir le tempérament. Hein. C'est vrai que parfois, il faut savoir rebondir quand dans les moments difficiles. Les caps, faut les passer. Mais si tu sais, on arrive toujours à rebondir et à repartir de plus belle. Et finalement, tu n'as jamais arrêté. Donc, l'envie de continuer de devenir toujours plus... Je ne vais pas dire plus grand, parce que je ne suis pas certaine que ça soit ça ton objectif, mais en tout cas, de continuer à perdurer, à faire développer cette entreprise, ça, c'est bien présent chez toi, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah oui, moi j'ai des grandes envies avec les deux activités, tu me diras, parce qu'en fait... Les Secrets de Leontine, c'est une activité un peu plus naissante. Hein. Enfin, ça date, on va dire, vraiment de 2019-2020. L'activité historique, là aussi, on essaye de faire d'autres choses, de sortir des collections, d'adresser peut-être aussi notre clientèle. Parce que, si tu veux, le fait d'être allé en GMS, ça me permet aussi de voir un peu qu'est-ce qu'on peut aussi apporter avec d'autres choses. Donc, ça ouvre un peu les yeux et ça permet de dire, par rapport à l'autre activité, tiens, il y a des axes de développement également là-dessus. Encore une fois, trop dans la raquette à cet endroit-là. Tiens, donc voilà, on essaye vraiment de mutualiser les marchés des uns peuvent servir aux autres. Donc, tout comme ce qui est marrant, ce que je te disais tout à l'heure, que la V2, ils n'en voulaient pas en VPC. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, ils reviennent. Ils reviennent à la charge. Fallait juste attendre 5 ans. C'est ça, voilà. Parfois, le marché n'était pas mûr. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, on attend. Et puis ça... Tu reprends les cours d'études de marché. En fait, dans la VPC, tu as 5 ans de retard. Oui, c'est un peu ça. Puis dans d'autres pays, c'est même encore plus. Et dans d'autres, c'est plus avancé. Exactement. Donc oui, c'est un éternel recommencement. Est-ce que tu t'es déjà dit, allez, là, j'ai réussi ? Non, pas encore. Pas encore ? Non. Est-ce que tu crois que tu vas te le dire un jour ? Peut-être. Oui, peut-être. Oui, alors il y a des petits
petits éléments, alors, notamment sur le marché dans lequel on est en GMS, je me dirais, tiens, là, je commence un petit peu à exister quand tu ressors des panels. Tu sais, quand ils font des panels tous les ans et tu vois voilà, les produits qui sortent du lot parce qu'ils ont été vus, beaucoup vus et surtout beaucoup vendus. Et là, donc, du coup, tu commences à apparaître dans les panels. Et donc, ça, c'est un signe que tu commences un petit peu à exister parmi les gros acteurs. Et donc là, j'attends ce moment. D'accord, ok. Voilà. Donc ça sera un peu un déterminant. Ce sera une première satisfaction. D'une première satisfaction. Mais ce sera loin d'être l'aboutissement, hein, bien entendu. Nous, ce que j'aimerais, c'est développer la marque. J'aimerais bien l'exporter, la marque. Peut-être même aussi aller sur d'autres typologies de produits. Donc je pense qu'il y a énormément de potentiel. Et... Excuse-moi, j'ai perdu le film. Et tu disais pas encore réussi, mais est-ce que tu trouves quand même des signes de reconnaissance aujourd'hui ou de motivation qui te disent que là, on est quand même sur le bon fil Oui. Ce qui me fait énormément de bien, c'est les avis clients, figure-toi. Ouais. Alors, c'est pas vraiment les avis clients en ligne, mais ce sont les mails qu'on reçoit. D'accord, on reçoit des mails, oui, les gens qui achètent nos produits, alors parce que tu as nos coordonnées sur les emballages. Et les clients ou clientes nous envoient des petits mails de félicitations ou de vos produits sont très efficaces. Pour des produits écolos, ils marchent vraiment très bien. C'est super. Ils sentent bon. J'adore votre emballage. J'adore votre charte graphique. Enfin, il y a toujours des petits mots sympas. Et ça, je me dis, voilà, ça fait plaisir. Moi, ça me touche et ça me fait réaliser pourquoi je fais ça. Ouais. Tu vois, c'est là vraiment, allez, on a compris, on apporte quelque chose, quoi. Donc là, c'est vraiment une marque de reconnaissance, d'autant plus de ton client qui est pour quand même la personne pour laquelle tu as aussi apporté oui, bien sûr. Ce produit-là, cette innovation-là. Donc tu as une sorte de reconnaissance, c'est chouette. Ah oui, ça te conforte dans l'idée que ce que tu as monté est pas si mal et que ça plaît. T'es fier de ce que t'as fait ? Ouais, quand même. Ouais. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est perfectible, comme toute chose. Mais en tout cas, quand on l'a fait au moment où on l'a fait, parce qu'il faut toujours mettre en perspective par rapport à l'époque, quand on l'a fait à ce moment-là, je pense que c'est pas mal. Et puis demain, il y aura certainement d'autres choses. En tout cas, toujours avec cette même ligne de conduite, de faire des produits avec le moins d'emballage, le moins d'impact. Exactement. Sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes ? Alors, les deux activités, au total, on doit être 11 personnes. Ouais. Comment c'est en 2024-2025 de manager ? Écoute, ça va. Donc, moi, je prends un soin très particulier au recrutement. Je laisse personne le faire. Enfin, je veux être là, je veux choisir les gens avec qui je vais travailler, parce que pour moi, c'est essentiel, c'est la clé, c'est la clé de la réussite. Tu dois avoir des gens avec qui tu sais que tu vas savoir les embarquer, tu vas savoir avancer avec eux dans la direction que tu t'es donnée, qui vont être là pour t'aider et qui vont te suivre sur tes projets. Donc le recrutement, déjà, c'est la base. Et une fois que tu as fait les bons recrutements, il faut aussi motiver les gens. Hein, et il faut les impliquer dans les projets, il faut communiquer avec eux. Donc c'est parfois, après ça arrive, faire des petites erreurs de recrutement. En tout cas, la personne n'a pas la même vision ou les mêmes envies. Et c'est tout. Au bout d'un moment, tu discutes et puis tu essaies de trouver des solutions de séparation. Ça ne sert à rien d'être malheureux. Et tu vois, il vaut mieux être heureux séparément que malheureux ensemble. Bien sûr, non, mais ça, c'est une évidence. La question, tu vois, c'est aussi quand on entreprend, on pense d'abord et avant tout à son projet. Est-ce que toi, tu imaginais manager, j'allais dire autant de personnes ? Tu vas me dire, c'est pas énorme et en même temps, c'est déjà beaucoup. À partir du moment où on a déjà des gens avec soi, c'est embarquer des gens dans son aventure aussi à soi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu avais identifié au démarrage ? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais embarquer d'autres gens avec toi ? Comme je te disais tout à l'heure, tout seul, tu vas pas très loin. Tu prends toutes tes décisions, tu vas plutôt vite, mais tu vas pas loin et tu as besoin d'être... Moi, j'ai des compétences que je n'ai pas.
tu sais, en tant que chef d'entreprise, tu touches à tout, mais tu survoles un peu tout et tu es surtout là pour être à disposition des équipes. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je définis mon job. Je ne sais pas tout faire, je connais un petit peu, mais voilà, je suis nul en créa. Tu vois, je suis incapable de te faire une création graphique, le style, tout ça. C'est pas mon domaine. J'ai des forces quand même. Hein. Moi, le produit, c'est vrai que les nouveautés, les innos, c'est plus moi qui les initie, parce que je suis extrêmement curieux et dès que je vais dans un magasin, je peux pas m'empêcher d'aller voir partout, que ce soit des emballages, des nouveautés, des machins. Enfin, je passe mon temps à regarder dans les rayons. Mais du coup, tu as besoin de gens pour l'administratif, pour la facturation, pour la créa, pour les ventes, pour machin. Nous, on a vraiment j'ai besoin de mes équipes et donc je dois bien m'en occuper et pour leur donner envie de bien faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, ça implique, en mon sens, de la présence. Il faut être exemplaire. Il faut être là pour eux quand ils ont besoin. Il faut être disponible. Oui, ça oblige. C'est assez important. Et donc, comme je leur dis toujours, je suis à votre disposition. Hein. Vous avez besoin de moi. Je suis là. Mon bureau est ouvert. Vous me dérangez jamais. Et voilà, moi, sauf quand c'est après le dimanche. Il n'y a pas grand monde qui m'appelle le dimanche. Mais non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que oui, on a une équipe de gens motivés, embarqués, qui ça aide énormément. Et qui sont liés à l'aventure. Ils sont liés et impliqués dans l'aventure pleinement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment ? Non. Je sais pas. Alors pour le coup, il n'y a pas forcément de réponse. Hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Maintenant, j'aurais peut-être... je sais pas. Non, je pense que j'aurais peut-être essayé d'aller plus vite à l'export. Tu vois, ou diversifier un petit peu plus... diversifier un petit peu plus mes réseaux, parce que tu sais, il y a parfois des moments où en ce moment, typiquement, avec ce qui se passe, la conjoncture est quand même assez morose, le pouvoir d'achat est au plus bas, il y a l'inflation, les consommateurs, ils n'ont pas des budgets extensibles, donc quand ils font leurs courses, il y a des arbitrages qui se font. Et donc en tout cas ici sur le marché en France et dans les magasins, dans les grandes surfaces, il y a quand même moins d'actes d'achat ou en tout cas beaucoup plus restreints avec un budget plus réduit. Donc tu sens quand même que quand il y a eu le Covid, c'était quand même une explosion des ventes. Là après il y a eu le post-Covid qui a été un arrêt assez brutal. Ouais. Et ça a du mal à repartir en réalité. Et donc, c'est bien de diversifier aussi à un moment donné. Peut-être que c'est ça. Si j'avais quelque chose que j'aurais pu mieux faire, c'est d'anticiper tout ça et puis de diversifier un petit peu tes sources de distribution. C'est vrai que l'actu n'est pas forcément favorable à tous les secteurs, mais j'ai envie de dire sur... quand même beaucoup et de métiers, de secteurs et sur la consommation globale, hein, on ne va pas se mentir. Exporter, pour autant, ce n'est pas évident. Ça nécessite beaucoup de temps, de réseau. Et c'est quelque chose que tu mesures en combien de temps ? Selon toi, une entreprise comme la tienne, ça prend combien de temps pour exporter ? Pour être prêt ? Pour être prêt... là, on est... Alors après, oui, parce que quand tu exportes, évidemment, il y a un problème de réglementation, il y a un problème de langue... tu dois t'adapter au marché que tu veux adresser, évidemment. Je pense qu'en un an, on pourrait... en un an ? Ouais, si on est rapide et on est une petite boîte, donc on est flexible et assez rapide en général quand on entreprend des choses. 6-8 mois, 1 an, ouais. Tu trouves que les organismes en France d'accompagnement à l'export, tu les as contactés ? Pas encore, mais je compte bien le faire. Ouais. Oui, parce que j'ai des connaissances qui exportent et qui m'en parlent et qui me disent oui, il faut que tu peux te faire accompagner. Business France, il y a la CCI internationale. La CCI, les chambres de commerce, oui, il y a pas mal d'organismes qui France Export qui aujourd'hui, aussi, France Export, tout à fait. Donc, je ne les ai pas encore rencontrés, mais c'est dans ma to-do. Mais oui, je compte bien. Je pense même, d'ailleurs, c'est démarrer par un salon, tu vois, à l'étranger pour
voilà, présenter la gamme et essayer de se faire connaître à l'international. Tu as détecté des pays déjà? Tu as imaginé certains pays dans lesquels tu aimerais aller? Déjà en Europe, si on n'appelle pas ça de l'export, mais déjà en Europe, si on pouvait un petit peu dépasser les frontières de la France, ce serait déjà une bonne chose. Et puis après, le tout premier salon qu'on avait fait, on nous a beaucoup sollicité au Canada. D'accord, ok. Au Canada, également dans les pays asiatiques aussi, on a eu des sollicitations. Donc ouais, après on va pas se fermer de porte, on va le présenter et puis on verra bien. Hein. Tu sais, les salons, c'est aussi une histoire de rencontre. Bien sûr, non, mais évidemment, et d'opportunités, toujours pareil. Oui, exactement. Je me suis pas dit, je veux aller dans ce pays-là, absolument. Non, mais tu aurais pu détecter. Tu sais qu'il y avait un marché particulier sur lequel il y a un potentiel de croissance, un potentiel d'implantation, des frais de douane, tu vois, des choses qui font que c'est le bon pays par lequel démarrer. Je sais pas. Hein. Si tu en étais à ce point-là dans tes réflexions. J'en suis pas encore là, mais on va bien essayer de trouver des études qui nous disent un petit peu où il y a des besoins sur cette typologie de produits. Alors par contre, il y a un pays, le Vietnam. Le Vietnam, on a vu des petits appels du pied à un moment donné. Au Vietnam, il y a une classe moyenne qui est émergente et qui adore les produits français. Ok. Et bon, beaucoup en cosmétique, mais aussi dans d'autres types de produits. Et peut-être que là, ça peut être une piste. Écoute, je te souhaite que cette aventure puisse s'exporter. Ça serait quoi la plus grande leçon que tu as apprise sur ce chemin? Alors... je pense, la plus grande leçon, c'est, et ça m'est très vite tombé dessus d'ailleurs, à mes débuts, quand la gestion des problèmes, des soucis, tu prends beaucoup personnellement et tu prends beaucoup sur toi en fait. Et tu te dis, mince, c'est pas possible, comment se fait-il que je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui a pas marché? Tu vois, tu te remets pas mal en question et jusqu'à t'en rendre un peu parfois malade. Et tu as du mal, en fait, à faire la différence entre c'est un travail, c'est du boulot, et c'est ta vie à toi, ta santé, ta vie personnelle. Donc, essayer de faire la coupure, ça a été compliqué au début. Et bon, pour tout te dire, moi, c'est vrai que j'ai eu des périodes un peu compliquées la 2e-3e année, je crois. Et ouais, ça m'a tellement miné, ça m'a tellement rongé que ça m'a coûté, ça a un peu joué sur ma santé. Donc, bien sûr. C'est vrai que, encore une fois, hein, ton épouse qui est là, qui voit ça, il dit bon là, ça va pas ça. Donc il va falloir prendre. Qui te rappelle les limites. Oui, toujours. Ça c'est mon curseur. Quand elle le voit que ça va pas, elle est là aussi pour me le dire et puis essayer de me faire passer à autre chose. Et c'est ça, c'est d'essayer de prendre le recul qu'il faut, prendre la hauteur en fait. Ça a été compliqué au début, et alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Tu as trouvé cet équilibre. Ça, effectivement, c'est une belle leçon, je pense. C'est capital. C'est capital, parce que je ne me voyais pas être toujours... ah là là, les problèmes. Non, il y en aura toujours des problèmes, en fait. Donc, il faut se faire à l'idée. C'est un chemin de croix, toujours. Mais par contre, après, ce qui te rend la banane, c'est les succès, les satisfactions, la montée en puissance de la gamme des produits. Enfin voilà, donc il y a messages aussi de félicitations et de remerciements. Exactement, les petits messages qu'on reçoit par mail, ça fait du bien. Oui. Et si tu avais un conseil à donner, ça serait celui-ci ou tu en aurais encore un autre? À quelqu'un qui se lance? Ouais. D'essayer de s'entourer le mieux possible, parce que le choix des collaborateurs est très important. Oui, d'essayer de faire la part des choses, de prendre un peu le recul qu'il faut, oui, pour pas être toujours dans la souffrance. Mais ouais, ce serait de cet ordre-là. Après, en général, quand on se lance, on sait ce qu'on a envie et on est fait pour ça souvent. Et donc, sur le point de vue construction de gamme, sur le point de vue énergie déployée pour y arriver, sur tous les aspects qui constituent la réussite ou pas de l'entreprise. Tout ça, pas vraiment de conseils, parce qu'on ne peut pas connaître non plus
tous les marchés. Mais en global, oui, c'est ça, c'est le recul. De bien s'entourer. Le recul, de bien s'entourer et le recul nécessaire, ouais. Tu nous as dit que tu avais démarré d'abord en tant que salarié, puis finalement, tu es devenu entrepreneur après coup, que tu ne l'avais pas forcément imaginé. Comment tu le définirais, toi, l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat ? Oui, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a donc une vision, qui a quelque chose à apporter aussi, et qui va tout faire pour y arriver. Tu prends le chemin A, ça ne marche pas, c'est rien. Tu vas prendre le chemin B pour essayer de voir. Si ça ne marche pas, tu feras le chemin C. Donc, c'est de se donner vraiment à fond dans les projets pour aboutir, pour avoir un aboutissement. Et puis d'essayer d'embarquer avec toi des personnes qui vont être compétentes et complémentaires à toi et qui vont pouvoir t'aider à atteindre ton objectif. Et puis c'est aussi des rapports humains, donc il faut quand même avoir un peu d'humanité, il faut savoir aussi interagir avec les gens qui t'entourent, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit tes clients, que ce soit tes fournisseurs, il faut respecter les gens. J'ai énormément de respect pour les gens avec qui je travaille. Les fournisseurs, sans eux, j'ai pas de produit. Donc, sans clients, j'ai pas de chiffre d'affaires. Sans collaborateurs, je ne fais rien. Donc, c'est d'avoir aussi... être reconnaissant de tout cet écosystème, en fait. Ouais, c'est ça, de la reconnaissance, exactement. Ouais. Exactement, c'est ça. Et ma dernière question va être sur l'héritage que tu aimerais laisser. Est-ce que... t'aimerais que alors, c'est pas aimerais, mais est-ce que, tu sais, souvent, j'ai envie de dire, les acteurs disent « J'aimerais pas que mon enfant soit aussi acteur. » Est-ce que toi, tu aimerais que tes enfants soient entrepreneurs ou est-ce que tu préférerais qu'ils dorment sur leurs deux oreilles et qu'ils puissent être salariés ? Est-ce que tu sais déjà ce qu'ils veulent faire, tes enfants ? Alors, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai mon grand qui est en études supérieures, qui étudie à l'étranger, une école qui est dans le commerce international. Lui, à reprendre de la boîte de papa, pas forcément. Lui, c'est plutôt une start-up, quelque chose de fun avec des potes. Mais tu lui as donné le goût pourquoi pas de l'entrepreneuriat, en tout cas. Oui, je pense que ça... Oui, forcément... Et mon épouse, d'ailleurs, vient elle aussi de se lancer en tant que consultante. Donc, on a quand même cette fibre. Et en effet, ils ont vécu ça avec nous. Les bons moments, les mauvais moments, ils entendent tout. Donc, on communique beaucoup. Et donc, oui, en tout cas, je pense que lui, oui. Et après, ma seconde fille, Lisa, elle est en terminale. OK. Ce qu'on leur a donné avec mon épouse, c'est l'envie d'aller faire une expérience à l'étranger, de bouger, de découvrir le monde. Ça, c'est évident. Donc, elle ambitionne également de partir faire ses études à l'étranger. Mais elle, c'est plutôt dans la santé. Elle aimerait bien faire kiné. OK. Dans le bien-être de l'autre. Voilà, c'est ça, prendre soin des gens. Elle est très empathique et elle ressent ce besoin de s'occuper des autres. Donc, c'est super. Et puis, peut-être ma petite dernière, Violette, qui est en 5e. Vivi, elle, c'est moi, je veux reprendre la boîte de papa. C'est vrai. Elle a du caractère, elle est magnifique. C'est une petite très dynamique et qui sait ce qu'elle veut. Elle sait vraiment ce qu'elle veut et peut-être qu'elle... Donc peut-être que demain, c'est Vivi. Voilà, c'est ça. C'est Vivi qui va reprendre la boîte de papa. C'est possible. Qui est aussi une belle expérience dans l'entrepreneuriat que de la reprise d'entreprise. Aussi, c'est une belle histoire à écrire aussi. Ah oui, moi je serais très fier qu'elle prenne ce chemin-là, mais bon, on verra bien. Moi, ce qui m'aurait le plus plu, c'est qu'on travaille tous en famille, que ma femme me rejoigne, que mes enfants s'occupent des ventes, du marketing, du produit. Mais voilà, donc c'est bien aussi d'avoir chacun son domaine et s'épanouir dans ce pourquoi on est fait, finalement. Je pense que c'est effectivement le plus beau conseil qu'on peut donner à ses enfants. Merci. Exactement. Grégory, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandra. Ça a été un plaisir. Moi aussi, ça m'a plu. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.